postulat que je pense que nous pouvons tous partager, qui est que nous ne produirons plus demain l'électricité, l'énergie comme on l'a produit hier. Et nous ne la consommerons plus non plus de la même façon. Et donc, j'ai l'habitude, à l'intérieur de l'entreprise, même si je ne l'exprime pas souvent vis-à-vis des médias, pas parce que je n'aime pas, mais parce que nous sommes une entreprise assez médiatisée, politisée dans son fonctionnement, donc j'ai l'habitude d'être prudent avec les médias. Mais en interne, j'utilise souvent la caricature de cette transition en disant c'est une transition en 4 dimensions, 4D. La première, c'est celle d'une décentralisation des moyens de production. Je pense que technologiquement, on est un peu comme dans le secteur, je dirais, de l'informatique, au moment où les mainframes ont été remplacés par les micro-ordinateurs, aujourd'hui les tablettes. On voit l'évolution technologique, on va dans l'énergie un peu dans la même direction. Vous savez qu'on passe de gros outils de production vers des petits outils de production, qui étaient centralisés vers du décentralisé. 2, c'est le D de la décarbonisation. Décarbonisation qui est voulue et souhaitable. Je pense que personne ne peut encore la remettre en question. Le 3e D, c'est celui de la digitalisation. Parce que, comme dans beaucoup d'autres secteurs, toutes les technologies numériques ont un impact énorme sur notre secteur d'activité, que ce soit d'ailleurs, je vais dire, dans la manière dont le digital change la manière dont on interagit avec nos clients, ça c'est évident, mais aussi dans les capacités qu'offre le digital de quelque part utiliser tous ces moyens de production qui sont distribués d'une manière optimale. Donc c'est clair que le digital c'est vraiment un game changer. Et le 4e D, c'est celui d'une demande qui est en décroissance. Souvent c'est pas connu, mais globalement la demande en énergie, en tout cas dans nos marchés historiques européens, est en décroissance depuis 2008. On consomme moins d'énergie. Et donc, face à ces 4D, c'est clair que l'entreprise, quelque part, est en pleine mutation et elle a la volonté, quelque part, de s'affirmer résolument aussi comme un de ces vecteurs de changement du monde énergétique. Alors, pour illustrer ça, j'ai préparé ici, je viens passer cette ligne. Ça y est, elle revient. Voilà. Alors, je vais préparer une présentation finalement en 4 points. Tout d'abord, de vous montrer que c'est bien une révolution et qu'elle a impacté fortement le secteur énergétique, qui est en crise en fait. On ne le dit pas souvent, mais le secteur énergétique est en crise. Une crise qui est aussi profonde à la limite que celle qu'a connue le secteur sidérurgique dans le passé. C'est une véritable mutation qui est en cours. 2, vous donner notre vision de ce qu'on peut, quelque part, attendre du futur dans l'énergie. Parfois encore, ce sont plus des visions, c'est déjà une réalité, mais c'est une réalité qui pourrait arriver rapidement. Alors, si nous voulons cette réalité, je voudrais aussi un peu donner quelle est notre vision de qu'est-ce qui est nécessaire pour que cette réalité, finalement, arrive le plus rapidement possible. Et pour ça, il y a tous les aspects qui sont régulatoires, il faut attirer des investissements. Donc l'énergie, c'est évidemment pas quelque chose qui est uniquement un monde d'ingénieurs. C'est aussi un monde de financiers, de juristes, c'est un domaine très très transversal. Et puis je vous donnerai quelques mots sur quelle est notre stratégie dans ce monde en évolution. Alors, le secteur en crise. Pourquoi est-il en crise? Je pense que ce slide le résume assez bien. C'est le slide qui montre l'évolution des prix d'électricité dans les marchés en 5 ans. Et vous voyez que nous sommes passés de niveaux de prix qui étaient entre 50 et 70 euros à des niveaux de prix qui peuvent se situer en dessous de 20 euros jusqu'à 28, 29 euros. Donc
c'est quand même une évolution qui montre clairement que tous ceux qui disposent d'actifs de production ont été soumis en 5 ans à une évolution des prix qui est divisée par 2, parfois 3, selon les marchés dans lesquels on a des actifs de production. Et vous voyez aussi que il n'y a pas encore totalement une convergence. Espagne, donc il reste évidemment des aspects non liquides. Pourquoi? Parce que l'énergie électrique reste quelque part aussi quelque chose qui est physique. Et les équilibres des marchés sont à un moment limités aussi par la physique des choses, c'est-à-dire les capacités d'interconnexion entre les différents marchés, et puis tous les marchés ne sont pas les mêmes. En Espagne, par exemple, vous pouvez aujourd'hui voir que les prix sont encore relativement élevés, alors que pourtant on dispose d'énormément de renouvelables dans les marchés. Mais l'Espagne est un îlot, c'est une île. Elle est finalement très peu interconnectée avec les pays voisins, les capacités sont limitées. Par contre, si vous regardez le marché allemand, qui est quand même la référence pour les marchés qui sont la Belgique, les Pays-Bas et la France, vous voyez même moins de renouvelables installés qu'en Espagne. Une des raisons, c'est que les prix dans les marchés de l'électricité sont formés encore aujourd'hui essentiellement par, quelque part, les unités marginales qui sont nécessaires au moment de la pointe. Et ces unités marginales, je dirais, finalement, le prix de l'électricité, c'est le coût du combustible. Les marchés de l'électricité fonctionnent essentiellement sur cette base-là. Le prix de l'électricité se forme sur base essentiellement du coût de l'énergie fossile aujourd'hui. J'insiste là-dessus parce qu'on va vers un monde où il y aura de plus en plus de renouvelables, qui est une capacité dite intermittente, mais il y aura de moins en moins de combustibles fossiles et il y aura de plus en plus d'outils de production qui finalement sont des coûts de production marginaux zéro. Donc tout ça pose aussi toute la question du fonctionnement à un moment des mécanismes de marché, comment les prix vont encore pouvoir se former dans le futur dans les marchés. Alors aujourd'hui, ce n'est pas déterminant, mais ça pourrait devenir une vraie question aussi de régulation, de fonctionnement des marchés dans le futur. Je suis reparti, je parle trop. Ouais, alors, la spirale de diminution des prix, c'est un des éléments. L'autre élément, c'est comme je vous l'ai dit, globalement, vous voyez depuis 2008 ici l'évolution de la consommation en Europe. Vous avez quand même une demande, enfin Benelux et Europe, et les deux sont dans la même tendance. Vous avez une diminution de la demande. Au fond, la crise économique de 2008, aujourd'hui, on n'a toujours pas complètement, on n'a pas récupéré l'économie globalement, et certains secteurs industriels n'ont pas récupéré de cette crise. Donc on est dans une situation toujours où on n'a pas récupéré le niveau d'activité et de consommation d'énergie du passé. Et puis on fait beaucoup d'efforts aussi en efficacité énergétique. Dans la plupart des secteurs, c'est un des vecteurs principaux d'ailleurs pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est l'efficacité énergétique avant tout, même avant de la transition vers le renouvelable, etc. C'est d'utiliser l'énergie de la manière la plus efficace possible. Donc quand on combine cette crise économique plus l'efficacité énergétique, vous voyez la tendance, elle est baissière. Donc c'est sûrement pas un secteur où il y a énormément de croissance globalement. Alors après, en plus de ça, l'énergie c'est aussi géopolitique, c'est pas lié à un marché en particulier, c'est quelque chose de mondial, donc il se passe régulièrement au niveau de l'énergie des évolutions géopolitiques importantes. Ici, on vous montre l'évolution du baril de pétrole. Et vous voyez que ça fait quand même des évolutions quand même non négligeables. Vous pouvez être à 140 €, et là, les experts vous disent « Oh, le baril de pétrole, il sera durablement à 200 €. Je me rappelle encore très bien de cette période. Aujourd'hui, vous avez eu une première crise en 2009, qui correspond à la crise financière bien connue, hop, puis le baril remonte et aujourd'hui il est de nouveau finalement 40 €. Donc une entreprise comme Engie, elle est aussi dans ces domaines qui sont liés à l'exploration et à la production de gaz par exemple,
Bah, le gaz naturel, c'est bien connu, il est très influencé aussi par le baril de pétrole. Bah, quand vous avez une industrie qui subit ce genre de choc, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile financièrement. Hein, et aujourd'hui, les gens pensent plutôt qu'on est durablement avec des prix bas pour le baril de pétrole, mais je pense qu'il faut demander à un économiste, pas à moi. Alors, dans les autres raisons, bah, je pense que immanquablement, ce dont souffrent, et là je parle plus particulièrement de nos marchés européens, c'est aussi quelque part bah, d'un contexte régulatoire dans l'énergie qui est loin d'être uniforme entre les pays. On parle souvent d'un marché d'électricité et du gaz en Europe. Dans la pratique, on en est quand même encore assez loin. Et ça donne lieu aussi à des grandes distorsions entre les pays. Donc il y a des marchés, mais tous ces marchés, je dirais, ne sont pas dans le même cycle d'évolution. Si vous parlez de l'Allemagne, par exemple, tout le monde prend l'Allemagne comme la référence de la transition énergétique, mais dans la pratique, c'est vrai, c'est là que le renouvelable s'est développé le plus rapidement, mais il existe aussi de terribles incohérences. Au même moment de toute cette transition énergétique, les centrales charbon et lignite en Allemagne n'ont jamais été aussi actives pendant toute une période. Aujourd'hui, il y a une légère réduction, mais voilà, la production d'électricité en Allemagne, ça reste 42% hein, à partir de lignite et de charbon. Donc parfois, les incohérences en termes, je veux dire, de fonctionnement et d'objectif final, qui est réduire les émissions de CO2, hein, n'est pas toujours présent par les mécanismes uniquement de marché. Et pourquoi la lignite est très présente? C'est parce que les Allemands exportent en fait. Et ils exportent parce que produire avec de la lignite, c'est mieux que produire avec du gaz aujourd'hui. Et les prix de CO2 dans les marchés en Europe, le marché de CO2, il ne fonctionne pas. Hein. ETS, c'est plutôt un échec globalement, puisque aujourd'hui, la tonne de CO2, ça vaut, je ne sais pas moi, 5 euros par tonne. Hein, ce qui n'est absolument pas suffisant pour passer d'une production à la lignite vers une production au gaz naturel. Et donc ce qui se passe, c'est que c'est les outils de gaz naturel qui ferment dans les marchés et les outils charbon ou lignite restent ouverts. Et tant qu'il n'y a pas de changement régulatoire pour uniformiser cette situation, vous allez continuer à avoir des grandes distorsions dans les politiques énergétiques de chaque pays. Alors, et je recommence. Patience. Alors, il est clair aussi que quand vous introduisez énormément de nouveaux outils de production dans un marché, vous créez de la surcapacité. Je ne l'ai pas cité, mais ça, c'est clair, un marché en surcapacité, c'est un marché qui est bien, normalement, pour les clients. Hein, puisque les prix ont tendance à être bas, structurellement. Alors, quel a été l'impact pour les entreprises qui sont dans le secteur, hein, puisque nous sommes une entreprise privée, hein, comme beaucoup d'entreprises dans le secteur énergétique, c'est une perte de confiance importante hein, des marchés financiers, des investisseurs vis-à-vis des entreprises du secteur. Là, vous voyez que la valeur de pas mal des entreprises du secteur qui en 2008 étaient plutôt autour 80, 100, hein, aujourd'hui ça peut aller de 20 à, pour le mieux, à une cinquantaine, donc soit divisé par 2, soit divisé par 5. Donc vous vous rendez compte aussi peut-être de l'impact que ça peut avoir dans les capacités aussi financières de l'entreprise, oui, d'investir, parce que pour faire cette transition énergétique, il y a besoin d'investissement. Or, les investisseurs, eux, ils ont plutôt vu la valeur des investissements qu'ils avaient faits se réduire de manière très importante. Donc, il y a aussi une dualité entre l'attente d'investir dans une transition énergétique, je vais dire, et les investisseurs qui, eux, sont quand même plutôt prudents quand ils voient ce qui s'est passé avec les investissements qu'ils avaient faits. Donc, c'est aussi toute une dualité hein, qui est à gérer. Il faut créer le contexte pour attirer les investissements. Et en plus, pour toutes ces entreprises, la conséquence, ça a été quelque part que leur indice est passé souvent de, pour la plupart, elles étaient quand même à fort, vers aujourd'hui
BBB, et la plupart sont cotés plutôt à évolution négative aussi. Donc ça a un impact structurel sur la capacité aussi des entreprises à s'endetter. Donc c'est toute la dualité que la plupart des entreprises du secteur en Europe ont à gérer. Alors, ce qui complique parfois en plus l'image de ces sociétés énergétiques, c'est qu'on ne va pas les plaindre quand même, hein, c'est leur perception par les clients. Puisque comme je vous le montrais, le contexte économique pour les entreprises, c'était quand même plutôt un contexte économique de voir les prix, hein, notamment de l'électricité, mais aussi du gaz, s'être fortement réduits, mais ce n'est pas la perception de nos clients. Hein, donc, surtout de nos clients résidentiels, puisque en parallèle, si vous regardez ce qui s'est passé dans la même période avec la facture qui, je dirais, est payée par le citoyen, bah, lui, il n'a pas du tout vu que les prix étaient divisés par deux. Hein. Soyons très clairs, lui, il a plutôt vu que les prix étaient en train de monter. Or, la complexité de l'environnement régulatoire est telle que nous facturons aux clients l'ensemble des dimensions, quelque part, du fonctionnement du système. Donc pour lui, il voit Engie, ou il voit Lampiris, ou il voit, je ne sais pas moi, un autre fournisseur, bah, il se dit, bah, si ma facture augmente, c'est la faute du fournisseur, évidemment. Hein, c'est sa première perception. Et comprendre toutes les dimensions, je dirais, de la facture, c'est en soi quand même un art qu'il faut cultiver, et il faut parfois se poser pas mal de questions pour savoir, oui, mais quels sont finalement les facteurs qui poussent la facture à la hausse? Et il y en a plusieurs. Hein. Il y a celui qui est évidemment celui de la transition énergétique. Vous investissez dans une nouvelle infrastructure de production, qui est une infrastructure de production à coût fixe en fait, hein, qu'il faut quelque part attirer les investissements, donc on a créé plein de mécanismes pour ça. Ça varie d'un pays à un autre. Chez nous, c'est les certificats verts. En Allemagne, c'est des tarifs de rachat pour les investissements renouvelables qui ne se feraient pas uniquement sur les prix de marché. Hein. Avec un prix de marché à 28 €, il n'est pas possible aujourd'hui de justifier l'investissement de quelques technologies renouvelables, en tout cas aujourd'hui. Donc il faut un mécanisme hors du marché du prix de l'électricité pour attirer cet investissement. Et donc c'est ce qu'on fait, mais évidemment, s'il y a des gens qui investissent, ils ne le font pas à fond perdu, ils le font en attendant quelque part une rentabilité sur leur investissement. Et cette rentabilité, bah, pour un nouvel investissement, elle est plus haute que, je dirais, pour un investissement qui a déjà été amorti, où il n'y a plus besoin d'un retour normalement sur l'investissement. Et donc il n'y a rien à faire. Cette transition énergétique, c'est une nouvelle infrastructure de production décentralisée qui nécessite des interconnexions, qui est intermittente, il ne faut jamais l'oublier, qui nécessite aussi plein de moyens de flexibilité pour assurer un fonctionnement stable du système électrique, et donc ça va coûter plus cher. Ce serait quand même pas, je vais dire, honnête de raconter aux citoyens que cette transition, à la fin, va lui coûter moins cher sur sa facture. Structurellement, c'est normal. En tout cas, à ce stade où il faut investir beaucoup, il faudra quelque part que la facture augmente pour le payer. C'est ce qu'on voit. Alors, évidemment, tout ça n'est pas très populaire. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est que du coup, souvent, on oublie de raconter quelle est la conséquence aussi de ce choix, qui est un choix durable, sociétal, mais qu'il faut accepter. Et je pense qu'il serait plus facile de l'expliquer au moment où on met des environnements régulatoires en place, au moment où on fixe des objectifs à atteindre, parce que ça permettrait aux citoyens de se rendre compte que, voilà, il ne peut pas être surpris à un moment que les panneaux solaires, à un moment, il y a une répercussion sur la facture. Hein. Et de préférence, ne pas vouloir la retarder par des mécanismes multiples qui ont déjà été utilisés pour ne pas voir l'effet tout de suite pour des raisons politiques. Hein. Je pense que structurellement, c'est un coût qui va augmenter tant qu'en tout cas la technologie n'évolue pas suffisamment vite pour que les prix soient plus bas. Et ça, c'est un peu, je vais dire, la course dans laquelle on est engagé. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre pour le futur?
Tout d'abord, l'environnement il change, et une des raisons pour lesquelles il change, c'est pas parce qu'on l'a décidé, c'est aussi parce que sociétalement, il y a des attentes différentes. Et c'est clair qu'avec le digital, qui n'aime pas avoir le contrôle sur quelque chose à travers son smartphone? Alors si c'est l'énergie, c'est beaucoup mieux. Donc ça, on le retrouve de plus en plus dans les attentes de nos clients. Ils ne l'expriment pas, mais c'est comme ça. Ça devient presque une base sociétale. Oui, il y a la conscience qu'on n'est plus dans une situation où on peut assurer une croissance économique comme dans le passé sans qu'on s'assure qu'elle soit durable. Parce que l'impact sur notre planète, il est multiple, et donc il y a cette nécessité, et les entreprises, les sociétés, mais aussi le politique l'a très bien compris. Donc on va vers une économie plus durable. Puis les technologies digitales, elles permettent de faire des choses qui n'étaient pas imaginables, elles permettent à des gens de se regrouper pour faire des choses sans qu'il y ait besoin d'un intermédiaire. Ça change quand même fondamentalement la relation avec un client et la capacité d'un client de faire des choix beaucoup plus libres. Il n'y a pas besoin, à la limite, demain, d'un fournisseur d'énergie. On peut acheter à travers son smartphone, à travers peut-être une plateforme ubérisée, voilà, l'énergie produite par son voisin qui, lui, a des panneaux solaires. On peut très bien l'imaginer. Et ça ne demande pas énormément de développement. Donc, c'est quelque chose qui est, je dirais presque dire, c'est top comme vision. Dans cette salle, quelqu'un qui est capable de faire sur plateforme. D'ailleurs, il peut venir se présenter chez moi juste après. Et puis, voilà, il y a tout ce qui concerne l'évolution globale au niveau politique, qui va quand même de plus en plus vers une optimisation locale des choses. C'est, je pense, des cycles courts économiques, c'est quelque chose qui est valable dans pas mal de domaines, y compris dans l'énergie. Pas besoin de faire des grands investissements d'un réseau haute tension si on est capable de produire et de consommer localement et à mettre ça en équilibre. Donc je pense que ça se trouve dans plein d'autres domaines. C'est valable aussi pour la production de nourriture, de fruits, de légumes. Donc l'optimisation locale, c'est quelque chose vers lequel on va immanquablement. Et puis ça pose toute la question de pouvoir optimiser la mobilité, l'efficacité énergétique entre bâtiments. On peut, à mon avis, avoir des ambitions importantes dans ces domaines. Le tout, c'est comme je l'ai dit, c'est une nouvelle infrastructure, il faut les moyens financiers aussi. Donc ça, c'est un peu l'équilibre à trouver. Ce ne sera pas sans des moyens financiers. Le problème souvent, tout ce qui concerne nos administrations, je vais dire tout ce qui est infrastructure publique, c'est parfois justement ça qui est le facteur limitant aujourd'hui. Je pense qu'il y a un énorme potentiel énergétique, mais pour ça, il faut des moyens. Et les moyens publics sont parfois limités, donc c'est tout, je dirais, la problématique de la vitesse à laquelle on peut faire des choses. Alors la technologie, comme je l'ai dit, on est engagé dans une course qui est celle de l'évolution du prix des technologies. Alors là, nous, on est fondamentalement, on croit que la technologie solaire a encore un énorme potentiel de développement et qui est lié quelque part à la vue qu'on a des coûts futurs pour les panneaux solaires. Donc on est, dans nos prévisions, on pense que d'ici 2030, on réglera encore au moins un facteur 3, le coût de la technologie photovoltaïque, ce qui va la rendre extrêmement compétitive. Donc si technologiquement et industriellement on arrive à faire ça, en plus avec des technologies qui pourront, je veux dire, peut-être s'intégrer dans les matériaux plus facilement distribués, donc ça changera fondamentalement la manière dont on peut aussi regarder la production d'électricité dans le futur. Avec ça, on voit quand même que oui, le soleil il ne sera pas quand même là 24 heures sur 24, le vent non plus, donc il y aura des besoins de flexibilité importants et de stockage d'énergie importants. Donc, et là, nous on croit fondamentalement que ces moyens de stockage aussi vont se développer, pas seulement des stockages de type court, comme on les connaît, très centralisés, et qui ont été historiquement presque le seul moyen de stocker de l'électricité de manière efficace, mais surtout la technologie batterie. Et donc là, nous avons, nous,
une vision, vous voyez, 2015, aujourd'hui, on pourrait voir une réduction d'un facteur 6 dans les 10-20 prochaines années. Ça va dépendre un peu de la vitesse à laquelle cette technologie peut évoluer. Et là, je pense qu'on fait déjà aujourd'hui des énormes progrès très rapidement. Grâce aussi d'ailleurs à la mobilité sur base d'électricité. Le secteur des voitures électriques est un secteur qui accélère finalement le développement de la technologie batterie. Et je dirais d'autres secteurs vont en bénéficier, y compris le secteur énergétique. Même la technologie, je dirais, éolienne, et là c'est la technologie éolienne onshore sur le graphique, et dans le texte c'est de l'offshore, mais vous voyez que les prix, là aussi, en 20 ans, ont fait une évolution très importante. Et si vous regardez plus récemment dans l'offshore, donc l'offshore, il y a quelques années, c'était en Grande-Bretagne, tout le monde disait qu'il faut à peu près 100 € pour le mégawattheure produit à partir de l'offshore. Les dernières offres qui ont été faites ici récemment, aux Pays-Bas, 72,7 € par mégawattheure, et ici récemment, dans les pays nordiques, 63,8 € par mégawattheure. Donc, en quelques années, ça fait un gain de 30-40% sur la meilleure connaissance qu'on avait du prix de l'offshore. Donc, ce sont des choses qui changent très très vite. Donc, à la limite, même, vous pouvez regretter d'avoir fait l'investissement 4 ans après l'avoir fait, parce que vous l'avez fait à un prix très élevé. C'est surtout les citoyens qui doivent le regretter, parce qu'en fait, après, comme c'est souvent dans des mécanismes de contrats qui vont durer pendant 20 ans, l'investissement a été fait et la facture n'est pas payée. Donc la transition, c'est important, mais je pense qu'il y a aussi tout un défi qui est celui de la transition à un coût optimal. Ça, souvent, on l'oublie. Et évidemment, on l'oublie parce qu'aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui est vraiment planifié. C'est laissé un peu à l'initiative des acteurs dans des marchés. Donc, c'est pas toujours facile de maîtriser la vitesse. Elle dépend de plein de facteurs. Mais parfois, il vaut mieux attendre. Ça, c'est mon avis. Parfois, il ne faut pas aller trop vite parce que la technologie évolue très vite, son coût aussi. Et donc, si vous voulez le faire à coût optimal, je pense qu'il faut bien gérer cette dimension de vitesse. Et donc, il faut essayer de la programmer. Et le digital, comme je l'ai dit, on pense qu'évidemment, ça va avoir un effet d'accélération. Pourquoi un effet d'accélération? Aussi du côté de la consommation. Parce qu'on pense que le digital, ça va permettre aussi à chaque client de mieux se rendre compte de comment il consomme et d'optimiser au niveau local. Ça va permettre aussi, comme je l'ai dit, j'ai cité un exemple, le développement de plateformes, qui existe déjà d'ailleurs dans certaines grandes villes. C'est le cas aux États-Unis, où il y a déjà un test comme ça d'une plateforme un peu ubérisée entre des producteurs et des clients. Et puis particulièrement la technologie blockchain qui est utilisée dans plein de domaines aujourd'hui, qui permet finalement de se passer de tout intermédiaire, de faire des transactions sécurisées entre des acteurs, clients et fournisseurs, mais sans intermédiaire. Donc ça réduit aussi fortement finalement le coût pour servir les clients. Voilà, ce qu'on a besoin, c'est d'une stabilité quand même. Parce que si je regarde la Belgique, pour sa transition énergétique, d'abord c'est un pays complexe. 4 régulateurs. Un fédéral, 3 régions. C'est une vision Alors, extrêmement il y a les régulateurs et puis il y a les gouvernements. La même chose. L'énergie, malheureusement, est un domaine qui a été partagé en termes de compétences. Donc il y a toujours des compétences au niveau du fédéral, il y a toujours des compétences au niveau du régional. Donc le fonctionnement est très complexe et très instable. La Belgique changeant régulièrement de coalition, changeant régulièrement de politique quand même énergétique, donc ça vous donne un paysage quand même pas toujours facile pour les investisseurs et les acteurs. Or, quand vous investissez, même dans une éolienne, vous investissez pour 15-20 ans.
les panneaux solaires aussi, donc il ne faut pas regretter trop vite votre investissement. Et puis, il faudra aussi des mécanismes pour donner du support pour la flexibilité. Je vais appeler ça de cette manière générale, parce que dans le système, comme je l'ai dit, s'il y a beaucoup d'intermittence, il faut aussi beaucoup de flexibilité. Alors on récompense la flexibilité soit du côté consommation, soit du côté production. Et puis on a quand même encore pas mal d'industriels très électro-intensifs en Belgique. Donc on n'est pas encore capable de les fournir avec uniquement des éoliennes et des panneaux solaires. Il y a encore beaucoup d'autres technologies qui sont nécessaires. Et je pense que pendant cette période de transition, il faut aussi s'assurer que ces technologies restent quelque part sûres et actives dans le marché pour assurer la sécurité du système. Alors, l'unbundling, je ne vous cache pas qu'il a aussi complexifié très fortement notre secteur, et particulièrement en termes de rôle. Bon, le client, il n'a toujours pas compris, quand il n'a pas d'électricité chez lui, il nous téléphone encore régulièrement en disant on a une panne d'électricité. Souvent, voilà, c'est pas parce qu'il y a un blackout en Belgique, c'est souvent parce qu'il y a un problème de distribution. Mais c'est encore assez mal connu que, au fond, la distribution, les acteurs que sont l'Anteris, l'Engie, n'ont rien à voir avec la distribution. Donc la panne d'électricité, il faut sonner le gestionnaire de réseau. Alors le gestionnaire de réseau, en plus, lui, il s'inquiète de la rentabilité de ses investissements. Donc pensez bien, si on produit, on consomme, on optimise localement, à quoi va encore servir mon réseau et comment je vais être rétribué? Donc, ce qui se passe, c'est que lui-même doit inventer d'autres sources de revenus, parce qu'il circule moins d'énergie éventuellement dans son réseau, donc il n'est pas très content, parce que lui, il investit, et ses actionnaires attendent un retour sur cet investissement qui est régulé. Donc en toute logique, voilà. Mais c'est clair que ça pose aussi toute la problématique des rôles, même je vais dire, les distributeurs souhaiteraient jouer un rôle dans la transition énergétique. Ils voudraient optimiser chez le client l'énergie. Donc, les rôles sont de moins en moins clairs. Ça crée quand même pas mal de complexité. Et puis surtout, ils n'aiment pas les microgrids non plus. Croyez-moi, ça les fait pas sauter de joie, les microgrids. Ils préfèrent quand l'énergie transite à travers le réseau. Donc, il y a besoin d'argent aussi. Comme je vous l'ai dit, nouvelle infrastructure, nouveaux investissements égale besoin financier. Donc c'est clair que, en plus on paie tout au début. On ne paie plus rien une fois qu'elle est là, parce qu'il n'y a pas de coût variable ou quasi. Mais il faut payer au début, mais il faut payer d'un coup. Parce qu'il y a bien quelqu'un qui doit investir. Donc c'est sûr que structurellement c'est une industrie qui est très, on appelle ça capex intensive, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de moyens financiers au début. Donc il faut quand même, même si les technologies permettent de réduire le coût d'entrée pour la plupart des acteurs, il faudra quand même au total beaucoup d'argent. Donc il faut quand même une certaine solidité des acteurs à un moment pour assumer le risque quelque part de ces investissements. Il faudra quand même une certaine solidité au système et chez les acteurs pour pouvoir permettre cette transition. Et puis c'est important aussi que quelque part les banques, elles ne prêtent pas sans beaucoup de garanties. Donc si l'environnement régulatoire n'est pas stable, croyez-moi, elles n'aiment pas devoir prêter de l'argent, même à des acteurs solides. Donc elles aiment bien que tout soit clair, et pour une longue période. Alors nous, dans ce nouveau monde, tout d'abord, malheureusement, et c'est souvent ce qu'on met en avant d'Engie, mais Engie ne se résume pas à ça, c'est évidemment nos centrales nucléaires, qui sont pour l'instant toujours évidemment nécessaires et on ne peut pas s'en passer. Parfois ce serait une source de soucis médiatiques en moins pour nous. Mais malheureusement elles sont toujours nécessaires et on raconte parfois beaucoup de choses dans les médias, parce que le professeur Ernst pourrait vous le dire d'ailleurs, c'est intéressant. Sur le nucléaire, c'est toujours très intéressant. Il y a des clivages souvent intéressants à observer au niveau sociétal. Mais ça reste aujourd'hui toujours quand même un des seuls moyens encore qui est compétitif dans le marché. Et tant qu'on ne peut pas s'en passer, nous essayons surtout d'en faire comme priorité, évidemment, de les exploiter de manière sûre. Alors on est dans l'énergie, évidemment, éolienne. Notre ambition dans l'énergie éolienne, c'est une ambition
qui, je pense, sera réalisé, c'est de faire grimper d'abord notre parc d'éolien onshore. On a aujourd'hui 212 MW et on a comme ambition d'au moins doubler, j'espère même faire mieux d'ici 2020, grâce à nos équipes. C'est pas toujours facile. D'ailleurs, ça se fait pour l'instant surtout en Flandre, parce qu'en Wallonie, c'est très difficile de mettre des éoliennes. Il y a énormément, quelque part, de difficultés régulatoires, d'associations qui sont assez opposées au développement de l'éolien. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de développer de l'éolien en Wallonie. On espère que ça va s'améliorer avec le nouveau cadre qui est mis en place par le gouvernement régional. Nous développons à la fois pour nos clients B2B, donc business, et à la fois pour les clients résidentiels, une offre au niveau de l'énergie photovoltaïque. Donc on a pour nos clients B2C une offre assez récente qu'on a lancée parce qu'on croit toujours dans le potentiel de cette technologie, même dans un environnement régulatoire qui est en mouvement. Et c'est la même chose pour nos clients B2B. Alors, évidemment, notre spécialité aussi, c'est l'efficacité énergétique, depuis longtemps. Souvent, on ne connaît pas ENGIE sous cette forme, mais des entreprises comme Fabricom, Cofeli sont actives depuis très longtemps dans des solutions d'efficacité énergétique qui vont de moyens de production locaux, à la fois de chaleur et d'électricité, qui sont décarbonés ou pas, selon, je vais dire, les besoins de nos clients. Mais surtout aussi, on a énormément d'activités dans vraiment l'optimisation de l'utilisation d'énergie dans des bâtiments, dans des entreprises, Cofeli ayant un énorme portefeuille d'ailleurs d'activités dans ce domaine. Et donc ça représente quand même 17 000 personnes, au fond, le groupe ENGIE en Belgique, qui sont actives de près ou de loin dans des activités liées à l'énergie. Et de plus en plus dans une activité qui est finalement une activité de service et d'installation. On croit très fort dans les technologies digitales aussi, pour nous aider à optimiser. Donc on développe un réseau, je dirais, d'objets connectés à travers une entreprise qui s'appelle ENGIE M2M, qui est un réseau quelque part lié sur des technologies plutôt radio. Ça n'a rien à voir avec le réseau Internet, c'est plutôt moins consommateur d'énergie, mais moins de débit aussi de transmission à travers le réseau, mais bien suffisant pour des applications de comptage, de transmission, je vais dire d'ordre d'enclencher, déclencher des équipements. Donc assez, de notre point de vue, pour pouvoir avancer dans une optimisation aussi locale entre production et consommation d'énergie, mais évidemment avec des applications aussi beaucoup plus larges. Et nous pensons que ces plateformes vont nous aider à offrir de nouveaux produits à nos clients, parce qu'aujourd'hui, finalement, la transition énergétique, c'est essentiellement à travers nos clients qu'elle se fait. La mobilité, électrique. On est un des plus grands acteurs en termes d'installation de bornes de rechargement, soit en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas. Et nous croyons aussi dans le développement de la mobilité à partir de gaz naturel liquéfié, pour tout ce qui est plutôt transport de camions, même si aujourd'hui c'est vraiment une question de savoir quelle va être la rapidité à laquelle les véhicules électriques se développent. On voit quand même de plus en plus des camions, des bus aujourd'hui qui sont basés sur la mobilité électrique. Donc notre vue, c'est plutôt que la technologie électrique sera gagnante si le développement se déroule comme on le voit aujourd'hui. Voilà. Donc ça vous donne un aperçu de ce que nous faisons, de nos projets de développement, puisque finalement, la plupart de nos projets d'investissement et de développement sont orientés vers cette transition énergétique. Pas seulement d'ailleurs sur Benelux, c'est une stratégie globale du groupe ENGIE au niveau mondial,
Évidemment, la transition énergétique, elle est différente dans chaque région du monde. Donc nous nous adaptons aussi au contexte. Mais nous avons bien l'ambition de jouer ce rôle, quelque part, de moteur dans cette transition énergétique. Et je pense que globalement, cette transition énergétique, c'était déjà hier, c'est aujourd'hui et ce sera demain. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis à votre disposition.